Je m'appelle Jeanne Roussel. J'ai 91 ans. J'ai survécu à mon mari François de 16 années. Et mon plus grand regret est d'avoir gaspillé la dernière bonne année que nous avons eue ensemble, en attendant une crise qui n'est jamais venue. Vous voyez, j'ai travaillé sur les chantiers en Loire-Atlantique pendant des décennies. J'étais habituée à chercher les ruptures évidentes, une poutre fissurée, une fondation qui bouge, un mur qui menace de s'écrouler. Avec François, je cherchais un coup de masse, alors que j'aurais dû écouter un soupir. J'ai manqué la fin silencieuse parce que je me préparais à une fin bruyante. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Tout m'est revenu la semaine dernière. Ma arrière-petite-fille est venue me voir. Elle prépare un exposé à l'école sur les secrets de la longévité. Elle m'a posé les questions habituelles. Mon alimentation, mon club de pétanque, mes 10 petits-enfants, toutes ces choses. Mais ces questions m'ont obligée à m'arrêter, à réfléchir. Et j'ai compris que le plus grand secret n'est pas dans ce que l'on fait. Il se cache dans ce qu'on remarque à peine, dans la personne assise juste à côté de nous. Pour lui répondre, j'ai dû revenir en arrière. À l'époque où François et moi avions la soixantaine avancée, jeunes retraités installés dans une petite maison près de Nantes, persuadés que nous avions tout compris à la vie. Nous étions l'image parfaite de ce qu'on appelle aujourd'hui bien vieillir. Le mardi soir, nous retrouvions des amis au bowling du centre commercial. Le vendredi, il y avait des soirées dansantes à la salle municipale. François avait travaillé dans la gestion d'entreprise, moi dans le bâtiment. Nous étions solides, indépendants. Nous avions notre fils, sa femme et une tribu de petits-enfants qui envahissaient la maison pendant les vacances. Pas de maladies graves, pas de diagnostic inquiétant. Nous nous tapions presque dans le dos en disant « Tu vois, on s'en sort bien ». Cette confiance, c'était ma première erreur. Parce que pendant que je surveillais les grandes catastrophes, une chute, un infarctus, une mauvaise nouvelle du médecin, je devenais aveugle à quelque chose de beaucoup plus discret. Un retrait lent, doux, presque invisible. Le premier signe était si discret que j'ai failli ne pas le voir. Un après-midi, je suis rentrée des courses. François était assis dans son fauteuil. Il ne lisait pas. Il ne dormait pas. Il regardait simplement le trophée de bowling que notre équipe avait gagné l'année précédente. La pièce était complètement silencieuse. J'ai plaisanté pour briser le calme. Alors, tu prépares ton discours de victoire pour l'année prochaine ? Il a souri, un sourire doux, lointain. Il a dit « J'écoutais juste le bruit des quilles qui tombent. » J'ai balayé ça d'un geste. Je me suis dit qu'il passait simplement un moment tranquille. Mais ce n'était pas ça. C'était un changement. Le premier murmure. Le second est arrivé sur la piste de danse. François menait toujours la danse. C'était un homme charismatique, mon François. Mais ce soir-là, sur un simple tour que nous faisions depuis 40 ans, il a hésité.
juste une fraction de seconde. Sa main dans mon dos était plus légère, moins sûre. Je l'ai taquiné. « Alors, monsieur le chef de chantier, tu perds la main ?» Il a ri. Mais dans ses yeux, il y avait une petite étincelle d'incertitude. Je me suis dit qu'il était fatigué. Mais la confiance qu'il avait toujours eue dans son propre corps venait de se fissurer, à peine. Et moi, j'expliquais chaque petit signe, parce que j'attendais la vraie crise, l'événement qui nous obligerait à agir. Mais la crise, quand elle est arrivée, ne ressemblait pas du tout à ce que j'imaginais. C'était un mardi ordinaire. J'étais dans la cuisine en train de préparer une tarte aux pommes, son dessert préféré. La maison était trop silencieuse. Je l'ai trouvé près de la fenêtre du jardin. Il regardait un rouge-gorge posé sur la mangeoire. Il avait des larmes sur les joues. Pas de sanglots, pas de cris, juste des larmes silencieuses. Mon cœur s'est serré. « François, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il s'est tourné vers moi. Son visage était incroyablement calme. « Rien, Jeanne. » Sa voix était douce. « Tout est tellement beau. Tout est tellement précieux. » Ce mot, précieux, il avait une finalité qui m'a glacée. Et à cet instant, j'ai compris. Il ne regardait plus l'avenir. Il savourait les dernières fois, la dernière saison, le dernier hiver, la dernière lumière du soir. Et moi, j'avais passé des mois, peut-être 1 an, à regarder l'horizon en attendant l'orage, alors que la marée se retirait doucement. Le déclin n'était pas dans la rupture, il était dans l'adoucissement. À partir de ce jour-là, j'ai arrêté de chercher les coups de masse. J'ai commencé à écouter les soupirs. Quand il restait silencieux, je ne demandais plus « ça va ?» Je disais « à quoi penses-tu ?» Quand il regardait quelque chose longtemps, je demandais « qu'est-ce qui rend ce moment précieux ?» Nous avons arrêté de parler des faits. Nous avons commencé à parler des sentiments. Nous pouvions rester assis, main dans la main, sans dire un mot. Nous n'avons pas cessé de vivre. Nous avons commencé à vivre plus profondément. Nous allions encore au bowling. Mais s'il préférait regarder les autres jouer, nous faisions ça. Nous dansions encore. Mais parfois nous nous contentions de nous balancer doucement dans le salon sur une chanson à la radio. Je cuisinais. Il s'asseyait à la table de la cuisine. La farine volait partout et nous nous en fichions. Cette dernière année est devenue la plus intime de notre mariage, pas à cause de grands gestes, mais à cause d'une reconnaissance silencieuse que nous touchions une couche plus tendre de la vie. Quand François est parti, c'était paisible. Et la sagesse qu'il m'a laissée ne concerne pas la façon d'éviter la mort. Elle concerne la façon de reconnaître quand une vie est pleinement ressentie. Voilà les 7 signes cachés de la vraie longévité que j'ai appris trop tard. Se souvenir plus qu'on ne planifie. Une petite hésitation dans des gestes autrefois automatiques.
des conversations plus reconnaissantes que tournées vers l'avenir, la beauté simple qui fait monter les larmes, un toucher plus doux, une acceptation calme qui remplace l'agacement, une joie profonde dans les choses ordinaires. Ce ne sont pas des signes d'abandon, ce sont les signes d'une âme qui vit sur une fréquence plus riche. Si vous voyez ces signes chez quelqu'un que vous aimez, voici mon conseil. Ne cherchez pas à réparer le silence. Ne dites pas « Allez, secoue-toi ». Asseyez-vous. Partagez ce moment. Posez la question douce. Partagez le souvenir. Reconnaissez la valeur de l'instant. Parce que cette connexion, cette compréhension silencieuse, c'est ça la vraie longévité. Je l'ai trouvée avec François pendant notre dernière année, et elle valait plus que toutes les victoires et toutes les soirées de danse de notre jeunesse. Il est mort un matin d'hiver, après une pneumonie, dans le lit que nous avions installé dans le salon pour qu'il puisse voir les oiseaux. Le soleil se levait, sa respiration s'est arrêtée doucement. Pas de coup de masse, juste un dernier soupir. Après sa mort, la maison n'était pas vide, elle était immobile. Je cuisinais et je réalisais que je préparais une seule assiette. J'entendais un bruit et je pensais que c'était lui. Puis je me souvenais. La solitude n'était pas un cri, c'était un bourdonnement constant, comme une note manquante dans une chanson. Pendant longtemps, j'ai porté mon regret comme une pierre dans ma poche. Pourquoi avais-je attendu si longtemps pour le voir vraiment ? Pourquoi avais-je passé tant de temps à surveiller sa santé au lieu d'écouter son cœur? Il m'a fallu 16 ans pour comprendre ce qu'il m'avait donné. Il m'avait donné une carte, la carte d'une autre manière de vivre. Les signes qu'il m'avait montrés n'étaient pas ceux de la mort. Ils étaient ceux d'une vie ressentie pleinement. Quand mon arrière-petite-fille m'a demandé le secret de la longévité, tout cela m'est revenu. Pas seulement la tristesse, les beaux moments aussi. La danse dans le salon, le silence près de la fenêtre, la manière dont il disait « c'est précieux ». Et j'ai compris ce que je devais lui répondre. La longévité n'est pas une question d'années, c'est une qualité de lumière. C'est la façon dont le soleil de l'après-midi tombe sur la table de la cuisine quand on n'est plus pressé. François vivait déjà dans cette lumière. Moi, je courais encore. Je regardais la météo pendant qu'il nageait dans l'océan. Alors voici mon conseil direct. Arrêtez de chercher le problème. Commencez à regarder la personne. Si votre mari fixe un vieux trophée, ne lui demandez pas s'il est fatigué. Demandez-lui de vous raconter le match. Si votre femme observe les oiseaux en silence, ne proposez pas la télévision. Demandez-lui ce qu'elle voit. S'il y a une hésitation dans un pas, n'appelez pas tout de suite le kiné. Offrez simplement votre bras. Et ralentissez. Ne réparez pas le moment. Partagez-le. Ce simple changement transforme le dernier chapitre d'une vie. Il transforme un dossier médical en histoire d'amour. Vous avez encore le temps. Vous pouvez commencer cet après-midi. Posez votre téléphone. Regardez la personne à côté de vous. Pas ses symptômes, elle.
La joie profonde se cache dans l'ordinaire. Une tasse de café partagée, une tête posée sur une épaule, un silence confortable. C'est ça le vrai secret. Cela ajoute de la vie aux années, peu importe combien il en reste. Je vous parle depuis ma petite maison près de Nantes. François est parti depuis 16 ans, mais il m'a appris à vivre le temps qui me reste. N'attendez pas un signe, le murmure est déjà là, écoutez-le.